Et on commence en famille avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Soyez le bienvenu. Mathilde, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, on commence par la définition du partage, puisque c'est le thème de l'émission, Mathilde. Oui, alors la notion de partage, elle est indissociable de la notion d'indivision. Et l'indivision, c'est la situation juridique par laquelle plusieurs personnes détiennent des droits de même nature sur un ou plusieurs biens. Pour le dire plus simplement, c'est les co-indivisaires détiennent ensemble un bien. Et quel que soit le mode d'acquisition de l'indivision, les règles qui s'appliquent sont les règles générales prévues aux articles 815 et suivants du Code civil. Parmi ces articles, on a l'article 815 du Code civil qui nous dit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que tout co-indivisaire peut provoquer le partage à tout moment. Donc, c'est-à-dire qu'un co-indivisaire peut décider de demander la répartition des biens en proportion de leur quote part indivise. Et comment les co-indiviseurs peuvent procéder au partage alors ? Alors, le partage, il doit en principe être amiable. Et ce n'est que si le partage amiable n'aboutit pas qu'on ira vers le partage judiciaire. Le partage amiable, c'est un contrat qui n'est soumis à aucun formalisme, alors à part si le bien indivis est sujet aux publicités foncières, comme un bien immobilier. Ça, c'est l'article 835 alinéa 2 du Code civil qui nous le dit. Et donc, une fois qu'on sait qu'il n'y a pas de formalisme, le principe aussi, c'est celle de la liberté entre les parties, sur la composition des lots, l'allotissement, l'estimation du bien. Mais ce qui est important, c'est que les co-indivisaires doivent se mettre d'accord ensemble à l'unanimité. Donc si leur unanimité donc, est nécessaire, comment on parvient à réaliser ce partage ? Alors, eh bien, il est des cas où il y a des indivisaires qui s'opposent. Ça peut être bloqué. Voilà, mais c'est pas forcément le cas où les indivisaires s'opposent, où c'est le plus gênant. Parfois, c'est quand il y en a un qui ne répond pas aux sollicitations, c'est-à-dire le co-indivisaire qui serait taisant, on le considérerait donc comme défaillant. Et donc, l'article 837 du Code civil nous permet aux copartageants de mettre en demeure ce co-indivisaire taisant de se faire représenter dans les opérations de partage. Alors, il est majoritairement admis que cette représentation, elle est judiciaire, puisque notamment, s'il ne répond pas dans les 3 mois de la mise en demeure, eh bien, on peut aller voir le juge pour qu'un mandataire soit nommé. Alors, évidemment, cette pratique, c'est plutôt quand les partages sont plutôt simples. Ouais. Voilà. Et les pouvoirs du mandataire alors elles sont assez restreintes. C'est-à-dire que vraiment, on va nommer un mandataire pour le partage. Par exemple, un mandataire ne peut pas autoriser la vente du bien indivis. Donc l'indivisaire défaillant, il peut décider d'intervenir personnellement dans le partage. Alors non, puisque l'article 837 du Code civil précise bien que le co-indivisaire est dessaisi de ses prérogatives dans le partage. Et donc, s'il souhaite réintervenir, il faut soit que le juge prononce la fin de la mission du mandataire, ou alors que l'ensemble des co-indivisaires soient d'accord sur ce point. Et que peuvent faire les indivisaires dans l'hypothèse d'une opposition d'un ou de quelques-uns des copartageants alors ? Eh bien, on serait dans le cas où on ne parvient pas à avoir un partage amiable. Donc, on va passer au partage judiciaire. Et ça, c'est l'article 840 du Code civil qui le prévoit. Quand un indivisaire s'oppose ou quand ensemble ils ne parviennent pas à un partage ou quand ils n'arrivent pas à clôturer le partage, eh bien, on passe au partage judiciaire. Donc, il faut vraiment un préalable de partage amiable pour ensuite aboutir à un partage judiciaire. Et si la mésentente elle est telle que finalement les indiviseurs savent pertinemment qu'aucun partage amiable peut intervenir, est-ce qu'ils ont la possibilité de saisir le juge pour gagner du temps ? Non, vraiment, on l'a vu, les textes, c'est ce qu'ils nous disent. Il faut une tentative de partage amiable et c'est si elle n'aboutit pas qu'on ira sur un partage judiciaire. Et comment est-ce qu'on peut justifier finalement de l'existence d'une tentative de partage amiable ? C'est vrai que c'est une question qui est un peu complexe. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que la Cour de cassation est venue nous dire que on ne peut pas apporter la preuve de démarche qui serait postérieure à la saisine du tribunal. Notamment, on a une cour d'appel de Montpellier qui est venue nous dire que le fait de ne pas avoir fait de démarche amiable n'est pas une fin de non-recevoir qu'on pourrait régulariser par la suite. Donc il faut une preuve. Voilà, donc il faut une preuve. Donc il faut une preuve que les copartageants ont activement recherché une solution amiable. Pour donner des exemples, par exemple, on pourrait retenir un procès-verbal de carence rédigé par un notaire qui atteste que les parties ont essayé d'avoir un partage amiable mais qu'ils n'y sont pas parvenus, des attestations, des courriers d'avocats ou de notaires. Par contre,
À l'inverse, un simple projet de partage qui n'est pas daté, qui n'est pas signé, ou même une attestation immobilière, pareil, non datée, non signée, ou la simple preuve d'une réunion dans laquelle on aurait évoqué le partage, ça ne suffira pas à prouver... Une réunion chez le notaire, ça vaut pas? Non, non. D'accord. Comment ça se déroule ensuite, la procédure de partage judiciaire alors déjà, il faut saisir le juge. Donc on va saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent, c'est celui du lieu de situation du bien. Et à partir de là, le juge, il peut décider de nommer un notaire. Et là, le notaire, il va avoir une posture un peu particulière. Pas comme d'habitude, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, il n'agit pas pour le compte de ses clients, mais il va agir comme le bras droit du juge en tant qu'expert en droit. Donc il va évaluer les charges, il va évaluer les forces de la succession et il va tenter de proposer une répartition. Pour le dire autrement, il va rédiger une liquidation partage. Dans le cas précis, ça ne reste pas soumis à la volonté des parties? Non, ça ne reste pas soumis à la volonté des parties. En fait, on va proposer cette liquidation partage aux parties. Et donc, à partir de là, soit elles l'acceptent et dans ce cas-là, elles vont signer l'acte de partage. Le juge va donc constater la clôture du partage judiciaire, ou alors les parties... Ça persiste, le désaccord persiste. Le désaccord persiste. Le notaire va rédiger un procès verbal dans lequel il va reprendre les arguments de chacune des parties. Et c'est le juge qui statue. Qui va statuer en fonction de ça. Alors, le juge, parfois, il va pas pouvoir non plus aboutir à un partage en nature. Par exemple, s'il y a un manque de financement de la part d'un co-indivisaire. Et dans ce cas-là, il peut décider de vendre par adjudication le bien et répartir le prix de vente entre les co-indivisaires. Merci Marc, je vous ai pas oublié. Question, la procédure de partage judiciaire, est-ce qu'elle pourrait se heurter à l'inertie d'un indiviseur? Autrement dit, est-ce qu'il existe l'équivalent de l'article 837 du Code civil? Alors, absolument. Le Code civil, en son article 841-1, prévoit la possibilité pour un co-indivisaire, un copartageant, de mettre en demeure un indivisaire défaillant, c'est-à-dire qui est inerte, de se faire représenter ou de solliciter du juge la désignation d'un mandataire. Et assez naturellement, ce mandataire de l'article 841-1 du Code civil aura les mêmes pouvoirs que le mandataire désigné sur le fondement de l'article 837, ce que Mathilde nous a présenté juste à l'instant. Donc lui, il a le pouvoir de signer un partage amiable? La réponse est incertaine. Prenons cet exemple. Un mandataire a été désigné sur le fondement de l'article 841-1. Avec l'autorisation judiciaire, une autorisation judiciaire envisage de participer, de représenter l'indivisaire défaillant à une procédure de partage amiable. Alors, en réalité, ce mandataire doit préserver les intérêts de l'indivisaire défaillant, mais en s'astreignant au respect d'un principe de neutralité. Et en tout état de cause, il ne peut pas engager l'indivisaire s'il n'a pas de mandat express conféré par ce dernier. Concrètement, que peut faire ou pas faire le mandataire de l'article 841-1 du Code civil? Alors, il est à peu près certain que ce mandataire pourrait soulever un risque de fraude, faire des dires juridiques objectifs, peut-être relever l'acquisition d'une prescription ou invoquer la possibilité d'un partage en nature. En revanche, il ne serait pas en droit de demander ou de solliciter une attribution préférentielle. Pour en revenir à la question initiale, la réponse, comme je le disais tout à l'heure, est incertaine. Certains considèrent que le mandataire peut signer le partage amiable sans réserve. D'autres considèrent que cela pourrait être envisagé à la condition que ce partage amiable soit ensuite autorisé par le juge. Et nous allons plutôt nous joindre à une troisième thèse qui consiste à émettre les plus grandes réserves quant à cette possibilité pour le mandataire de l'article 841-1. Comment sont déterminés les droits de chacun dans le partage et surtout, est-ce que le partage doit parvenir finalement à un résultat qui est strictement équivalent? Alors, le partage doit être égal. C'est-à-dire que les indivisaires doivent recevoir des biens, des valeurs qui sont équivalents à leur quote-part dans la division. Après avoir déterminé ces quotes-parts, il faudra établir un compte d'indivision. Pourquoi? Parce qu'un indivisaire ou quelques-uns des indivisaires ont pu contribuer au-delà de leur quote-part
il faudra en tenir compte. Et puis au cas particulier, il faudra également prendre en considération l'usage exclusif d'un bien indivis par l'un des indivisaires. Ça veut dire que si un des indivisaires utilise le bien, y compris avec l'accord des autres, ça constitue un avantage. Alors effectivement, l'article 815.9 alinéa 2 du Code civil dispose que l'usage exclusif d'un bien indivis par l'un des indivisaires l'oblige à verser une indemnité d'occupation. Si celle-ci n'est pas versée au cours de l'indivision, elle va accroître la masse indivise, ce qui aura nécessairement une influence sur les opérations de partage à venir. La question très concrète qui peut se poser, c'est est-ce que je dois demander ou les indivisaires doivent demander expressément le paiement ou l'exécution du paiement de cette indemnité d'occupation. En fait, on pourrait se demander si une demande de partage ne pourrait pas inclure ou englober cette demande de paiement de l'indemnité d'occupation, car les opérations de partage incluent tous les prélèvements, les rapports, les restitutions de fruits que les indivisaires doivent à l'indivision. Et comme une demande de partage n'est pas sécable, de facto, la demande de partage pourrait englober cette demande en paiement de l'indemnité d'occupation, l'enjeu étant le délai de prescription. Est-ce que ma demande de partage interrompt le délai de prescription quinquennale de cette indemnité d'occupation? Et vous avez une réponse? La réponse est négative. La demande en partage ne peut pas avoir cet effet. Et il faudra bien que les indivisaires, les copartageants, pensent à demander, en parallèle du partage, le paiement de cette indemnité d'occupation. Est-ce qu'un partage inégal, c'est contestable? Alors, c'est une dérogation. En droit commun, la lésion, c'est-à-dire l'erreur sur la valeur, ne peut pas être prise en compte, sauf quelques actes dont le partage fait partie. C'est ce que nous dit l'article 889 du Code civil. Si le partage est inégal, lésionnaire, l'indivisaire lésé pourra agir, mais il faut respecter un seuil. La lésion doit atteindre au moins un quart pour qu'on puisse agir en complément de part. Autrement formulé, un indivisaire ne pourra demander le complément de part que s'il a reçu moins de 75% de ce qu'il aurait dû avoir dans l'opération de partage. Ça arrive souvent, ce type de situation? Aussi surprenant que ça puisse paraître, oui. Notamment, cela peut résulter d'une évaluation imparfaite du bien. Une expertise qui est pas à la hauteur. Voilà, une expertise qui est correspond pas à la valeur du bien. Voilà, peu importe les raisons. On peut prendre cet exemple, et qui n'est pas une hypothèse d'école. Monsieur et madame qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale divorcent. Dans le cadre du partage d'indivision post-communautaire, le bien est attribué à monsieur, à charge pour lui de payer une soulte, la moitié, à madame. Le bien est évalué 500 000 euros. 2 mois plus tard, monsieur revend le bien 800 000 euros. Et là, si on prend cette valeur de 800 000 euros, on est en droit de se dire que madame, finalement, aurait dû recevoir la moitié, 400 000 euros. Elle n'a reçu que 250. Elle a reçu moins de 75% de ce qu'elle aurait dû avoir. Elle pourrait agir en complément de part, à la condition de prouver qu'au moment du partage, la valeur du bien, la valeur vénale du bien, était bien de 800 000 euros. D'accord. Dans cette hypothèse, est-ce que l'action en complément de part, c'est la seule action? Au cas particulier, si monsieur savait, au moment du partage, qu'il pourrait revendre le bien 800 000 euros, on peut craindre une remise en cause intégrale du partage, soit sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, soit sur le fondement du dol, c'est-à-dire l'erreur provoquée par le mensonge. Et en dehors de la mauvaise foi, donc est-ce que des indivisaires peuvent se mettre d'accord sur un partage qui n'est pas égal? Oui et non. L'action en complément de part, la protection de l'indivisaire est d'ordre public. Mais il ne s'agit que d'un ordre public de protection. C'est-à-dire que la personne protégée peut y renoncer. C'est d'ailleurs prévu à l'article 890, mais
cette disposition prévoit que la renonciation ne peut intervenir que postérieurement au partage. Et à ce titre, on constate avec une certaine surprise que certaines formules sont intitulées partage transactionnel. C'est-à-dire, dans le partage même, les indivisaires renoncent à l'action en complément de part. Cette clause est réputée non écrite. Bon, si on essaie de conclure cette séquence alors sur le partage. On pourrait constater que ces quelques propos sont loin d'épuiser tous les questionnements que la matière pourrait soulever. Elle est complexe, hein, cette matière. Matière complexe, au-delà des aspects juridiques, car on a une question d'évaluation de la masse à partager, l'établissement du compte d'indivision, qui se fonde souvent sur un mécanisme de dette de valeur, et puis, comme ça a été dit au tout début, des opérations qui s'inscrivent assez régulièrement dans un contexte conflictuel. Et puis pour le notaire, et Mathilde l'expliquait fort bien tout à l'heure, dans le cadre d'un partage judiciaire, il est souvent contre nature pour le notaire d'agir en tant qu'auxiliaire de justice et non pas en tant que notaire. Merci pour cette conclusion. Merci Marc.